Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et en cette rentrée, nouvelle saison avec vous, Thomas Binet, bonjour. Bonjour Laurence. Au sommaire d'Osez entreprendre. Je vais vous transporter dans un lieu chargé d'histoire, l'auberge de la Mère Poulard au Mont-Saint-Michel. Et il dessine, il imagine, il croque le monde de l'entreprise sous toutes ses formes. Nous sommes avec Gaps, il est dessinateur et c'est notre invité de la semaine. Manager avec authenticité, faut-il tout dire à son équipe? Bonne ou mauvaise idée? On en parle dans un instant. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Alors, Thomas, vous nous emmenez dans un lieu mythique au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel. Derrière ces pierres séculaires se cache une saga culinaire vieille de plus de 130 ans. Vous allez nous raconter l'histoire de la Mère Poulard. Laurence, tout commence en 1888. Annette Poulard ouvre une auberge dans la cité médiévale du Mont-Saint-Michel. Elle y accueille les voyageurs de passage, souvent bloqués par les marées. Pour les faire patienter, elle invente une recette devenue célèbre dans le monde entier, l'omelette soufflée cuite au feu de bois, légère, dorée et spectaculaire. En quelques années, la Mère Poulard devient une légende. Alors justement, comment cette auberge familiale est-elle devenue un véritable groupe touristique? Ça leur a mis un siècle quand même. Mais tout s'accélère en 1986 quand Éric Vanier rachète l'établissement. Il voit le potentiel incroyable du lieu, relance l'activité, attire les touristes et développe une vraie marque. En 1998, il lance même une biscuiterie pour faire rayonner les recettes traditionnelles de la Mère Poulard. Et aujourd'hui, c'est un groupe incontournable sur le Mont-Saint-Michel avec hôtels, restaurants, musées, plus de 2 millions de visiteurs chaque année quand même. Ouais, et la marque continue à cultiver son héritage aujourd'hui. Et plus que jamais, tout est fait dans le respect des traditions. Les œufs viennent toujours de la même ferme locale. D'ailleurs, les omeletiers, comme on les appelle, sont formés pendant des semaines pour maîtriser le fameux coup de fouet. Et surtout, l'esprit d'accueil à la française, celui d'Annette Poulard, est toujours bien présent. Une main tendue entre le passé et le présent dans l'un des sites les plus visités de France. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Votre invité ce matin, nous sommes avec Gaps, dessinateur et auteur d'une vingtaine de livres sur le monde du travail et de l'entreprise. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gaps. Vous êtes né un 13 mars. Vous faites des études de littérature et en sortez avec une maîtrise. Vous partez pour autant en Colombie enseigner le français à l'Alliance française pendant 4 ans et vous revenez en France, à Paris, pour débuter votre carrière de dessinateur. Tout commence ainsi. Exactement, tout est vrai. Vous aviez la bougeotte ? Ah oui, j'avais vraiment envie de voyager, donc la littérature c'est très bien, on voyageait également dans les poèmes et les romans, mais voyager en vrai c'était... Non, je tenais absolument à faire ça pendant que j'étais encore jeune. Mais vous allez mettre 3 ans à votre retour à Paris, donc en France, pour réussir à vendre votre premier dessin dans la presse écrite. Ouais, il faut bien ça, parce que changer de continent, changer de métier, puis se décider vraiment à faire ce qu'on voulait faire dès le début, ça prend du temps, c'est compliqué, c'est long. C'était compliqué ? Oui, c'est compliqué. Enfin, compliqué pour moi, mais à l'époque, c'était pas compliqué parce que les journaux étaient vraiment ouverts au public. C'était très euphorique. Enfin, il y avait pas cet esprit de plomb qu'il y a aujourd'hui, quoi. Il y avait. Pour situer, on est dans les fins des années 70, début des années 80, exact, c'est ça ? Exact. Voilà, c'est ça. Et donc, c'était compliqué, mais pas autant que vous le pensiez. Oui, moi, j'ai pas l'impression d'avoir galéré, quoi. J'ai mis beaucoup de temps pour constituer un dossier, pour savoir un peu, moi, ce que je voulais faire. Mais une fois que ce dossier a été constitué, les gens m'ont reçu et conseillé de façon très, très optimiste et sympathique, quoi. Alors, vous allez donc, comme je le disais, vendre votre premier dessin, puis un deuxième et un troisième. Et puis, en plus de la presse écrite, parce que c'est là-dessus que vous avez probablement de mémoire commencé, vous avez travaillé pour la publicité. Bon, faut dire que dans les années 80, on est dans l'âge d'or de la publicité. Là, ça va dans tous les sens. Et là, vous êtes sollicité. La publicité, c'est clair que par rapport au prix de la presse, c'est un appel d'air incroyable, hein. Donc moi j'ai pas eu d'état d'âme, j'ai travaillé pour la publicité et j'ai eu affaire en publicité à des gens très compétents, des vraies équipes et j'ai un très très bon souvenir de mon travail en publicité, quoi. Et il est vrai qu'à l'époque on faisait beaucoup appel aux dessinateurs, aux illustrateurs. Je pense à Savignac par exemple qui avait été sollicité par Jacques Séguéla pour les publicités Citroën.
Alors voilà, moi je suis arrivé bien après, mais effectivement il y avait encore du dessin. Alors que maintenant c'est vraiment que de la photo, et puis alors je parle même pas avec Internet. Oui, l'image de synthèse. Les images de synthèse, ouais. Là. Le vrai dessin, et en plus le dessin d'humour, ça n'existe presque plus en publicité. Alors, mais à l'époque oui. c'était encore porteur, quoi. Donc vous êtes un entrepreneur en fait. Bah, à mon avis, bon, moi je me considère pas comme un artiste, mais chaque artiste et tous les gens qui vivent comme moi, musiciens, écrivains, dessinateurs, on est fatalement entrepreneurs. On est obligé de se prendre en main. Hein. Alors comme tout entrepreneur que vous êtes, notoirement à vous entendre, bah vous allez partir dans l'édition. Ça c'est au début des années 2000. Vous allez sortir Management, je me marre. Hein, je le montre à l'antenne pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou qui nous regarderont sur la chaîne YouTube de Sud Radio. C'est chez Errols. Ça va être un véritable succès d'ailleurs, parce que vous allez en vendre 250 000. Hein, au moment où on dit l'édition ça marche pas, franchement vous avez démontré le contraire à l'époque. Oui, alors j'ai fait ça. Les premiers livres ont été faits avec un ami, puis après j'ai volé de mes propres ailes. Mais effectivement, on a été les premiers à proposer de l'humour sur l'entreprise, et ça a très très bien marché. Alors, vous allez faire donc du monde du travail votre nouveau terrain de jeu. Complètement. Expliquez-nous pourquoi, parce qu'il y a tellement de sujets. D'abord, moi, j'ai aucun a priori. Donc, le monde du travail est un monde comme les autres. Et j'ai été. Il y a eu la mode des grandes conventions, des grandes réunions d'entreprises. Et donc, ils ont été comment on appelle ça, les gens les gens qui organisent ces réunions avaient besoin d'un peu d'humour. Et donc, j'ai été appelé pour faire des dessins en direct pendant ces grandes messes d'entreprise qui commençaient très très tôt le matin, qui terminaient jusqu'à 17-18 heures. Et donc, le dessin d'humour permettait de faire passer une meilleure journée aux gens qui assistaient à ça, parce que les messages étaient rarement sympathiques, positifs ou drôles, quoi. Donc là, moi, j'ai été appelé à rentrer dans ce domaine-là. Et là, j'ai eu plein de remontées de terrain qui m'ont permis de faire ces dessins-là. Donc en fait, vous n'avez pas décidé de commencer par l'édition en tant que telle. Vous avez fait des illustrations dans des colloques en direct mis en place par les organisateurs des entreprises. Ouais. Et à ce moment-là, ça vous a donné l'étincelle, l'idée de se dire, mais c'est très riche, j'ai beaucoup de matière, je vais en sortir le premier ouvrage qui s'appelle Management, je me marre. Et puis, tout en sachant que vous en avez sorti une vingtaine. Une vingtaine, oui. Le dernier, c'est le télétravail. Voilà, je le montre aussi à l'antenne sur sudradio.fr, le télétravail, je me marre. Vous nous en avez amené également le bonheur au boulot. Le bonheur au boulot. Oui, ça c'est une compilation des différents volumes que j'ai fait avant. Ouais. Donc à l'intérieur du bonheur au boulot, on retrouve quelques dessins de mes livres précédents sur la communication, sur les réunions, sur le commercial, et voilà. Alors moi j'ai essayé de sortir, alors on va faire un exercice qui n'est pas simple en radio, c'est d'expliquer, de montrer un dessin. Par la force des choses. Mais j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt Management, je me marre, parce que c'est quand même votre succès de librairie. J'en ai sorti quelques-uns et il y en a un qui m'a un peu interpellé. Alors on voit deux personnes sur l'image, hein, je la montre aussi à l'antenne, et on a un monsieur, une dame, devant une fenêtre où on voit des buildings derrière, on pourrait penser que c'est la Défense, par exemple, si on se met dans un cadre français. Et le monsieur dit, il n'y a rien de plus déprimant pour un manager que de ne plus pouvoir manager. Et puis vous avez la femme qui a un dossier sous le bras qui lui rétorque « Avez-vous déjà essayé le travail ?» En fait, c'est drôle, mais ça veut dire que vous maniez une pointe d'ironie aussi par rapport au monde du travail. Oui, de toute façon, l'humour c'est toujours un peu ironique. Hein. On est obligé de gratter là où ça pique, là où ça fait mal. Mais ce que je veux dire, c'est que mes dessins, ils sont jamais. Personne m'a dit que j'avais été trop loin. En fin de compte, j'ai l'impression d'être une soupape pour les gens pour lesquels je fais ces dessins en direct pendant les grandes conventions. J'ai l'impression de porter le message inconscient qu'ils ont. Parce que moi, je fais l'éponge, j'arrive dans un milieu que je connais pas. Je suis briefé une semaine avant, dans les meilleurs des cas, quelques heures avant, quand la décision est un peu tardive. Mais je viens sans a priori, j'écoute, je regarde, je fais l'éponge et je me laisse porter. Et j'ai le sentiment, mais vraiment profond, que si moi j'ai cette idée-là, les 350 voire 1000 personnes qui sont dans l'assistance, il y a bien fatalement une ou deux personnes qui ont la même idée. Je suis pas un extraterrestre.
Donc, je pars du principe que mon idée est fatalement partagée par d'autres. Et c'est pour ça que ça marche. C'est que c'est des remontées de terrain que me donne ce public et ce que j'entends sur scène. Vous êtes un observateur, forcément, depuis une vingtaine d'années du monde de l'entreprise. Nous sommes en 2025, donc il s'est passé une bonne vingtaine d'années depuis que vous avez intégré ce milieu en qualité d'observateur et donc de dessinateur. Aujourd'hui, vous en tirez quelle conclusion de ce milieu? Comment il a évolué? Pas forcément en bien. On me demande toujours, 20 ans après, de refaire le même dessin. Gaps, dites, il faut vraiment que vous me fassiez un dessin là pour dire aux gens de dire bonjour quand ils arrivent le matin. Ce dessin-là, j'ai dû le faire 20 fois. J'ai commencé à le faire dans les années 90 et on me demande encore à le faire. En fin de compte, c'est le comportement des gens qui, lui, n'a pas changé. Le monde de travail a changé. Il est très dur. On le voit, il suffit d'écouter les informations. Et donc, il est encore plus dur pour les gens qui y vivent, qui tous les matins prennent le métro et vont travailler dans des univers faussement sympathiques. Parce que la plante verte, la moquette, ça cache pas la réalité du métier. Mon ultime question pour vous, Gaps. Vous êtes entrepreneur, vous nous l'avez dit aussi, et vous adressez donc ce matin au micro de Sud Radio aussi aux entrepreneurs. Vous avez quelque chose à leur transmettre, eu égard justement à ce passé, à cette expérience, cette expertise? Je crois qu'il faut écouter, il faut faire comme moi, il faut écouter les gens qui sont autour de nous. C'est valable dans le monde entier, hein, dans tous les domaines. Écoutez. Écoutons. Merci à vous. Merci beaucoup, Gaps. Écoutez les managers. Allez, c'est la suite. Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et Thomas, on entend souvent justement que les managers doivent être transparents avec leurs équipes. Concrètement, faut-il vraiment tout dire, se dire, hein? Pas forcément, Laurence. Vous savez ce que disait Pierre Desproges? On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Eh bien, on va essayer de s'inspirer de cela en disant on peut parler de tout, mais probablement pas avec tout le monde. Être authentique ne veut pas dire se transformer en livre ouvert. Un manager doit partager ce qui aide à comprendre, à avancer, à donner du sens, mais certaines informations trop techniques, trop anxiogènes ou encore confidentielles risquent de déstabiliser sans apporter de valeur ajoutée. Oui, être authentique, ça a des limites, en fait. Exactement, Laurence. L'authenticité, ce n'est pas non plus la brutalité, c'est trouver le juste équilibre, être vrai dans ses intentions, expliquer les choix, reconnaître quand on ne sait pas. Mais ça ne veut pas dire tout déballer et s'affranchir de toute règle de prévenance. Alors, concrètement, Thomas, comment un manager peut pratiquer cette authenticité au quotidien ? En étant d'abord cohérent. Dire ce qu'on fait et faire ce que l'on dit, c'est déjà une bonne manière de fonctionner. Être attentif aux émotions de son équipe, expliquer les décisions, même difficiles, mais avec honnêteté, c'est ça qui crée la confiance et l'envie de suivre son manager. Merci beaucoup Thomas et on se retrouve dans quelques instants avec Osez Investir. À tout de suite. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.